On regarde une vidéo, on joue en ligne, on pose une question à une intelligence artificielle. Tous ces gestes de notre quotidien, ils nous semblent complètement immatériels, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière chaque clic, il y a une infrastructure physique bien réelle et absolument colossale. Alors, la question c'est, où est-ce qu'elles vont toutes ces données? Eh bien, contrairement à ce que le mot cloud pourrait nous faire croire, le fameux nuage, nos données ne flottent pas du tout dans les airs. Non, non, elles sont stockées et traitées dans des bâtiments bien réels, des bâtiments massifs et incroyablement puissants. Ces bâtiments, on les appelle des centres de données, ou data centers, et ils tournent en permanence, 24 heures sur 24. Pour se faire une idée, il suffit de penser à la chaleur que dégage un ordinateur portable quand il travaille beaucoup. Maintenant, on multiplie ça par des milliers de serveurs qui tournent à plein régime. Le résultat, c'est une chaleur phénoménale. Et on touche là au cœur du problème. Parce que refroidir ces géants du numérique, ça a un coût environnemental très, très élevé. Un coût qui se cache derrière chacun de nos clics. En fait, pour éviter que tout surchauffe, ces centres de données sont un peu comme des frigos géants, avec une climatisation surpuissante. Le problème, c'est que ça consomme une quantité d'électricité astronomique, et aussi des volumes énormes d'eau douce. Tout ça, bien sûr, ça augmente massivement les émissions de gaz à effet de serre. Face à ce défi majeur, des ingénieurs ont commencé à chercher des solutions un peu partout. Et l'une des idées les plus radicales, les plus surprenantes, elle ne se trouve pas sur la terre ferme. Non, elle se trouve bien en dessous de la surface de l'eau. L'idée peut sembler complètement folle au premier abord, mais en y réfléchissant, elle est d'une logique implacable. Et si, pour refroidir nos serveurs, on les plongeait tout simplement dans l'océan, là où il fait naturellement et constamment froid? L'avantage est évident, plus besoin de climatisation énergivore. Bon alors, comment ça marche concrètement? Il faut s'imaginer une sorte de gros sous-marin, mais sans fenêtre. On remplit cette capsule métallique avec des centaines de serveurs, on la scelle de manière complètement hermétique, et puis hop, on la dépose au fond de la mer. Bien sûr, elle reste connectée à la terre ferme par des câbles pour l'électricité et la transmission des données. Et la chaleur des serveurs, elle est transférée directement à l'eau de mer, qui agit comme un immense dissipateur thermique, totalement gratuit. Tout ça, ça pourrait ressembler à de la science-fiction, mais en réalité, c'est déjà en train de se passer. Alors passons de la théorie à un exemple bien concret qui fonctionne déjà. Direction la Chine, au large de l'île de Hainan. C'est là que le tout premier centre de données sous-marin à usage commercial a été mis en service. Chaque module, c'est une véritable bête de plus de 1000 tonnes, posée à 35 mètres de fond. Et pour que le projet soit encore plus vertueux, l'objectif est de l'alimenter grâce à l'énergie des éoliennes installées en mer. Et maintenant, accrochez-vous bien, le chiffre le plus impressionnant, 90%. C'est la réduction potentielle de l'énergie utilisée juste pour le refroidissement par rapport à un data center classique sur Terre. 90%. C'est juste énorme. Faisons une petite comparaison rapide. Côté énergie, sur Terre, la consommation pour refroidir est très très haute. Sous l'eau, on parle d'une réduction qui peut aller jusqu'à 90%. Côté fiabilité, sur Terre, les serveurs sont exposés à l'air, à la poussière, aux erreurs humaines. Sous l'eau, ils sont dans un cocon, un environnement scellé, stable, ce qui pourrait même augmenter leur durée de vie. Et enfin, l'espace au sol. Cette solution libère des terrains côtiers qui valent de l'or. Mais évidemment, la solution miracle, ça n'existe pas. Cette technologie, aussi innovante soit-elle, elle amène avec elle son propre lot de défis et de questions qui sont loin, très loin d'être anodines. On est obligé de se poser la question. Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de déplacer nos problèmes de la terre ferme vers les fonds marins? Quels sont les nouveaux risques qu'on est en train de créer? Le premier gros point d'interrogation, c'est l'écologie, bien sûr. Quel va être l'impact de toute cette chaleur rejetée en continu sur la vie marine locale? C'est une vraie question. Et puis, il y a le défi logistique, qui est juste immense. Le truc, c'est que si un seul serveur tombe en panne, on ne peut pas juste envoyer un technicien ouvrir une porte. Non, il faut remonter l'intégralité de la capsule, une capsule de 1000 tonnes, jusqu'à la surface. C'est une opération d'une complexité et d'un coût assez vertigineux. Finalement, tout ce projet nous amène à une réflexion beaucoup plus large, qui dépasse la simple technologie. C'est un vrai débat sur la direction qu'on veut prendre pour l'avenir. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut continuer à innover, à trouver des solutions technologiques toujours plus poussées pour soutenir une croissance numérique qui semble infinie, quitte à simplement déplacer l'impact environnemental ailleurs, ou est-ce que la vraie solution ne réside pas aussi dans une réflexion sur nos propres usages, sur notre consommation de données? C'est une question qui reste ouverte et la réponse qu'on y apportera, elle façonnera sans aucun doute le futur de notre monde numérique.